Carole Poirier, bonjour. Bonjour. Et bonne année à vous. Bien, bonne année 2017 que l'on espère très florissante pour l'Est de Montréal. Bien, on vous le souhaite. 2016 n'a pas été un long fleuve tranquille pour le Parti québécois. Démission surprise de votre chef, M. Péladeau. Course à la chefferie. Vous aviez appuyé Véronique Yvon, qui s'est retirée pour les raisons qu'on sait. Vous avez appuyé M. Lisée. Votre candidat a gagné. Est-ce que le caucus du Parti québécois s'est ressoudé autour de M. Lisée après la campagne? Bien, écoutez, moi, M. Lisée m'a confié la tâche de whip suite à son élection. Et pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, c'est quoi le rôle d'un whip Bien, à c'est le l'Assemblée nationale? rassembleur, finalement. Le whip est la personne au centre de l'aile parlementaire qui est là pour rassembler l'ensemble des députés et donner de la cohésion. C'est un petit peu aussi le préfet de discipline. Bien, s'il y a des petits pour écarts, des choses comme ça. il faut ramener de temps en temps les brebis qui s'égarent. Donc, c'est aussi la discipline en tant que telle. Mais moi, je le vois plus dans un rôle de cohésion et de faire ensemble, de se rassembler autour du nouveau chef, qui est un chef différent, qui est un chef qui aime surprendre et qui veut faire en sorte que le Parti québécois soit la vraie alternative pour 2018. Et ça nous permet de tout de suite faire le saut au bilan que vous faites du gouvernement libéral de M. Couillard. On viendra un peu plus tard au dossier de votre circonscription, mais quel bilan dressez-vous de M. Couillard qui rentre dans sa 3e année de mandat? Bien, écoutez, pour quelqu'un qui dit qu'il a sauvé le Québec, moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Moi, ce que je vois, c'est de la détériorisation des services aux personnes âgées qui... Écoutez, ce que je vois sur le terrain, tous les jours, c'est des heures de soins à domicile qui sont coupées aux personnes âgées. C'est des soins de santé dans nos CHSLD qui sont complètement... on a abandonné nos personnes âgées. Vous constatez clairement sur le terrain les effets des politiques d'austérité. Effectivement, à l'école. Nos enfants qui perdent les spécialistes autour d'eux, qui viennent appuyer les professeurs. Ça, c'est du concret tous les jours parce que les budgets ont été coupés, parce que ce n'est pas une vraie priorisation pour le gouvernement. On a beau dire, moi, l'éducation, c'est ma priorité, mais quand on ne met pas les sous en éducation, ce n'est pas une vraie priorité. Et ça, c'est le résultat de 2 ans de gouvernance libérale. Conditions féminines, des dossiers importants aussi pour vous. Il y a eu, entre autres, un projet de loi qui a été déposé concernant les cliniques d'avortement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bien, en février 2016, j'ai déposé un projet de loi pour donner aux cliniques d'avortement un périmètre dans lequel les manifestants ne peuvent venir harceler ou obstruer le passage aux femmes qui veulent accéder ou même aux travailleurs qui veulent accéder aux cliniques d'avortement, parce qu'il y avait là un enjeu à Montréal, entre autres, et les cliniques doivent aller chercher une injonction devant la Cour pour avoir un périmètre pour empêcher les manifestants d'intervenir. Et là, la situation se reproduisait à cause de déménagement. Alors, j'ai déposé un projet de loi que finalement, les libéraux n'ont pas appelé comme mon projet de loi, mais ils ont inclus les articles dans un projet de loi des libéraux qu'on a adopté. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les choses se passent. Ce n'est pas les trophées qu'on veut, mais les résultats. Alors, j'ai obtenu la modification législative pour sécuriser nos cliniques d'avortement. Et justement, parlant du projet de loi sur la métropole, qui était une demande express du maire Coder, comme il y a eu aussi un projet de loi sur le statut de capitale nationale avec M. Labaume. Est-ce que c'est un bon projet de loi, selon vous, que de donner de l'autonomie comme ça à Montréal? Moi je n'ai pas de problème à donner de l'autonomie, mais ça dépend quelle autonomie. On dit dans le projet de loi qu'on reconnaît le statut de métropole. Il n'y a pas 2 lignes là-dessus. Il n'y a rien qui reconnaît. Le projet de loi est la copie d'une entente dans laquelle tout est là. Tout est dans l'entente, mais n'est pas dans le projet de loi. Par exemple, dans l'entente, on parle de discuter avec le ministère de l'Éducation pour les infrastructures scolaires. Il n'y a rien dans le projet de loi. Alors, il faut se référer à l'entente pour connaître les intentions du projet de loi. Alors, le projet de loi rapatrie des pouvoirs. Moi, je vais vous dire que je vais faire la discussion sur ce projet de loi-là. Il y a des choses qui ne sont pas là. Les pouvoirs des arrondissements, on vient d'en discuter dans un précédent projet de loi où la Ville-Centre s'était voté des pouvoirs, entre autres de déneigement, de tous les arrondissements. Et là, pour renouveler le contrat, ça prend 2/3 des voix. Okay. On est obligé d'aller en projet de loi pour rabaisser cette norme-là à 50 À 50 Parce que
probablement que le maire n'aurait pas eu 2/3 des voix. Il n'y aurait pas eu sa majorité. Alors, on a balisé ce pouvoir-là dans le projet de loi précédent, mais par hasard, dans le projet de loi de la métropole qui devrait reconnaître l'ensemble de ces pouvoirs-là, on a 10 mots. OK, on suivra ça dans les prochains mois. Aussi, un dossier sur lequel vous avez, que vous avez poussé ou piloté, celui des congés parentaux pour les élus municipaux, parce que... Bon, évidemment, bien, on le voit entre autres dans le secteur où nous sommes, où sont situés nos studios. Toutes les élus sont des femmes. Oui. Il y a de plus en plus de femmes en politique. Bien, autant les femmes que les hommes ont droit à des congés parentaux lorsqu'ils deviennent parents. C'était plus difficile avec des fonctions électives. Ça a changé maintenant. Oui, ça a changé parce que il y a eu, dans les années passées, des personnes, des femmes, parce que c'est des femmes qui étaient enceintes, qui ont été menacées de perdre leur charge publique. Parce qu'il y avait une règle archaïque qui disait qu'après 3 absences au conseil de ville, vous perdez votre charge. Donc, vous n'êtes plus un élu. Donc, une femme qui est en congé de maternité, par exemple, et qui quitte au 9e mois, si elle s'absentait dans les 2 autres séances, perdait sa charge. Alors, il y avait quelque chose de là de totalement, premièrement, discriminatoire, mais dans un deuxième temps, qui est même en dessous des normes de notre régime parental au Québec. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déposé un projet de loi qui, lui aussi, a été récupéré dans un projet de loi des libéraux. Et on a tout simplement instauré le congé, mais c'est pour les élus avec un S, donc qui inclut les élus masculins et féminins, parce que le congé parental, tant pour le papa que pour la maman, il est aussi important pour moi. Et il fallait avoir une règle qui soit inclusive pour tout le monde. Voilà. Et vous êtes aussi porte-parole pour les communautés culturelles. Oui. Au Parti québécois, votre vision, un peu, on a parlé beaucoup d'inclusion. Le maire Coderre affirme que Montréal, c'est la capitale du vivre ensemble, tout ça. Quelle est votre vision par rapport à la situation de l'intégration des nouveaux arrivants à Montréal? Nous avons les Québécois, je pense, la volonté d'inclure, d'intégrer les immigrants. Ça, pour moi, c'est incontestable. Est-ce qu'on réussit? C'est là la question. Moi, je pense qu'on ne réussit pas. On ne réussit pas, en tout cas, à la hauteur des ambitions que nous avons. Il y a de l'intégration de la part de certains nouveaux arrivants, mais selon vous, c'est quoi, on en échappe certains? On en échappe beaucoup. Les immigrants qui ont été reçus dans les dernières années sont à 33 % scolarisés universitaires versus les Montréalais qu'ils sont à 22. Ces gens-là, on ne les intègre pas sur le marché du travail. Le taux de chômage des immigrants est à 25 % à Montréal. Alors, la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des acquis, de l'expérience de travail à l'étranger. Est-ce qu'il faudrait forcer la main aux ordres professionnels pour être plus souple? Oui, il faut absolument. Il y a un rapport qui vient d'être déposé de l'Institut du Québec, l'Institut de Raymond Bachand, et qui fait la démonstration très concrète. C'est un rapport qui a été même commandité par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain et qui fait la démonstration, là, claire, nette, d'une forme de racisme systémique. Parce que les employeurs n'emploient pas les gens des autres communautés ou les emploient à des catégories d'emploi en dessous de leurs compétences. Alors, est-ce que notre système de reconnaissance d'acquis fonctionne? Pas partout. Est-ce qu'on reconnaît vraiment à la hauteur des compétences les immigrants qui viennent ici? Non, pas vrai. Ou si on le fait, c'est dans des conditions extrêmes. On a une entente France-Québec et on a une liste d'une 20aine de compétences qu'on reconnaît. C'est encore difficile pour les infirmières du CHUM qui sont ici françaises, qui font partie de cette règle-là de l'entente France-Québec, d'être reconnues comme des infirmières praticiennes au CHUM. Et il semble que ça bloque avant tout du côté québécois. Si elles vont travailler à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à l'hôpital Saint-Jean-sur-le-Richelieu, elles sont reconnues. Mais ici au CHUM, non. Alors, il y a vraiment un problème d'intégration avec des normes universelles au Québec. Alors, c'est fait un peu à la pièce. Un médecin qui arrive d'un pays du Maghreb, un cardiologue, doit aller refaire sa résidence à Bécomo, payer des frais. Un cardiologue, ça opère des cœurs. On s'entend? On a tous le même cœur. On ne pratique pas peut-être avec les mêmes instruments, de la même façon, les mêmes technologies, mais quelqu'un qui a 15 ans d'expérience,
On pourrait imaginer peut-être un 3 mois pour qu'il s'habitue au vocabulaire nord-américain des et médicaments, même plus des de choses temps, comme ça. Mais l'intégrer dans l'équipe Oui. de travail, le mettre à contribution, mettre ses connaissances à contribution. Alors, il y a là un espace actuellement et un manque de dialogue entre les corporations professionnelles et les organismes d'immigration. On fait venir des gens qu'on appelle des immigrants économiques parce qu'ils ont des compétences. On les retrouve comme chauffeurs de taxi. Voilà. Et c'est sûr qu'on va continuer à en parler au courant des prochains mois. Mais c'est un beau défi. Mais c'est un beau défi. Mais il faut se mettre ça comme un défi à réussir.